Chapitre 12. Le voyage de Fraise. Diggory n'avait pas desserré les dents. Il était de plus en plus mal à l'aise. Quoi qu'il arrive, il espérait surtout ne pas faire de gaffe, ni quoi que ce soit de ridicule. « Fils d'Adam, dit Aslan, es-tu prêt à réparer le mal que tu as fait à ma douce terre de Narnia, le jour même de sa naissance? » C'est que je ne vois pas très bien ce que je peux faire. Vous comprenez, la reine s'est enfuie et... Je t'ai demandé, es-tu prêt? Diggory eut un instant d'égarement et faillit répondre « Je tâcherai de vous aider si vous me promettez d'aider ma mère. » Mais il se ressaisit. Attends. Comprenant que le lion n'était pas tout à fait du genre à accepter de marchander. « Oui, répondit-il. » Et au moment même, il pensa à sa mère, et tous ses espoirs s'évanouirent. La gorge serrée, et les larmes aux yeux, il balbutia. « Mais, s'il vous plaît, je vous en prie, vous ne pourriez pas me donner quelque chose qui guérirait maman? » Au comble du désespoir, il leva les yeux et planta son regard dans celui du lion. Avec stupeur, il vit la tête du lion inclinée vers la sienne. D'immenses larmes brillaient dans ses yeux, des larmes si grosses, si brillantes, qu'il crut que le lion était plus ému que lui-même. « Mon fils, mon cher fils, je sais. C'est un immense chagrin que seuls toi et moi partageons. Il faut que nous soyons solidaires. Mais il faut aussi que je veille au futur de Narnia, pour des centaines d'années à venir. Un jour, la sorcière que tu as amenée reviendra. J'ai donc décidé de planter un arbre, dont elle n'osera s'approcher, qui protégera Narnia de son pouvoir pendant un certain nombre d'années. Cette terre connaîtra alors une longue et lumineuse aurore, jusqu'au jour où les nuages viendront assombrir le ciel. Mais c'est à toi de m'apporter la graine à partir de laquelle cet arbre est destiné à pousser. »« Oui, monsieur. » Diggory ne savait pas comment il ferait. Pourtant, il avait la certitude qu'il y parviendrait. Le lion prit une profonde inspiration, inclina encore la tête. Il lui déposa un baiser de lion. Aussitôt, Diggory se sentit pénétré par une force et un courage neufs. « Mon cher fils, reprit Aslan, je vais te dire ce que tu dois faire. Retourne-toi et regarde à l'ouest, et dis-moi ce que tu vois. » « Je vois d'immenses montagnes, Aslan. Je vois le fleuve qui dévale les versants escarpés comme une cascade, et derrière de grands monts verdoyants coiffés de forêts. Au-delà, des chaînes encore plus hautes, presque noires, dominées par une couronne de sommets couverts de neige éternelle, comme des gravures sur les Alpes. Enfin, en arrière-plan, le ciel. Tu as une bonne vue, dit le lion. Alors voilà. La cascade est la frontière du pays de Narnia. Au-delà de ces escarpements, tu es sur les terres sauvages de l'ouest. Tu devras donc franchir ces montagnes jusqu'à ce que tu découvres une vallée verte entourée de glaciers, avec un lac bleu au milieu. De l'autre côté de ce lac se dresse une colline, verdoyante aux flancs raides. Au sommet de cette colline se trouve un jardin, et au cœur de ce jardin, un arbre. Cueille une pomme sur cet arbre et ramène-la-moi. »« Oui, monsieur. » Diggory n'avait pas la moindre idée de la façon dont il pourrait se repérer au milieu de ces chaînes de montagnes, ni gravir cette pente, mais il préféra ne rien dire, pour ne pas avoir l'air de se défiler. Il se contenta de répondre « J'espère que vous n'êtes pas trop pressé, Aslan. Il faudra du temps pour y arriver et pour revenir. » « Fils d'Adam, tu es jeune. Tu auras de l'aide. »
À cet instant, le lion se tourna vers le cheval, qui se tenait coi, agitant la queue pour chasser les mouches, et écoutant, la tête penchée, comme s'il avait du mal à suivre la conversation. « Mon cher, reprit Aslan à l'adresse du cheval, aimerais-tu avoir des ailes? » Il fallait voir la façon dont le cheval secoua sa crinière, élargit ses naseaux et frappa légèrement le sol avec l'un de ses sabots arrière. De toute évidence, il brûlait d'envie de se métamorphoser en cheval ailé. « Si vous le souhaitez, Aslan, répondit-il simplement. Si vous le voulez, vraiment, mais il n'y a aucune raison que ce soit moi. Je ne suis pas particulièrement intelligent. » « Que tes ailes soient. Que tu sois le père de tous les chevaux volants, rugit Aslan d'une voix qui fit trembler la terre. Désormais, ton nom est Fledge. Le cheval se cabra, comme à l'époque pénible mais révolue où il tirait un fiacre. Il poussa un long cri, puis tira son cou en arrière, comme si une mouche lui mordait l'épaule et le démangeait. Soudain, de même que les bêtes étaient apparues hors de la terre, d'immenses ailes apparurent et se déployèrent sur ses épaules, couvertes de plumes au ton chatoyant brun et cuivré. Elles étaient plus larges que des ailes d'aigle, plus larges que des ailes de cygne, plus larges que les ailes des anges sur les vitraux des églises. Le cheval balaya l'espace avec ses nouvelles ailes, bondit, s'ébroua, hennit et décrivit plusieurs courbes à quelques 6 mètres au-dessus d'Aslan et d'Igori. Puis, après avoir fait plusieurs cercles autour d'eux, il retomba sur ses 4 sabots, la mine embarrassée et surprise, mais profondément heureux. « C'était bien, Fledge ?» demanda Aslan. « Très bien, Aslan. Es-tu prêt à transporter ce jeune fils d'Adam sur ton dos jusqu'à la vallée dont j'ai parlé? »« Comment ça? Maintenant? Tout de suite? » demanda Fraise, ou plutôt Fledge, comme il nous faudrait à présent l'appeler. « Allez, viens mon petit. Ce n'est pas la première fois que je transporte des êtres comme toi. J'ai connu ça il y a très longtemps, à l'époque où il y avait du sucre et des prairies vertes. » « Mais que chuchotent les 2 filles d'Ève? » demanda Aslan, en se retournant brusquement du côté de Polly et de la femme du cocher, qui s'entendaient parfaitement. « Si vous le permettez, dit la reine Hélène. C'était désormais le titre de Nelly, la femme du cocher. Je crois que la petite fille brûle d'envie d'accompagner son amie, si cela ne pose pas de problème. »« Qu'en dit notre ami Fledge? » répondit Aslan. « Oh, 2 ça me va. Du moment qu'ils sont pas trop gros. J'espère que l'éléphant n'a pas l'intention de venir. » L'éléphant n'en ayant aucunement l'intention, le nouveau roi de Narnia aida les enfants à monter. Il souleva brusquement Diggory, puis déposa Polly avec autant de délicatesse que si elle avait été une poupée de porcelaine prête à se briser. « Voilà, mon frère, ou plutôt Fledge, dit le cocher. Quel drôle d'attelage. »« Ne vole pas trop, recommanda Aslan. N'essaie pas de survoler les neiges éternelles. Tâche de suivre les vallées et les passages plus verdoyants. Tu trouveras toujours un moyen de passer. À présent, allez-y. Vous avez ma bénédiction. »« Mon cher Fledge !» s'écria Diggory en se penchant pour tapoter son cou lustré. « Nous allons bien nous amuser. Toi, Polly, accroche-toi fort à moi. » Aussitôt, la campagne à leurs pieds disparut dans un tourbillon, tandis que Fledge, tel un immense pigeon, décrivait plusieurs cercles avant de décoller et prendre son envol en direction de l'ouest. Polly baissa le regard et put à peine distinguer le roi et la reine. Même Aslan ne formait plus qu'une tache jaune et brillante au milieu de l'herbe verte. Bientôt, ils eurent le vent dans la figure et les ailes de Fledge se mirent à battre à un rythme régulier. En contrebas s'étendait le pays de Narnia, comme un vaste tapis aux nuances variées, couvert de prairies, de roches, de landes, de différentes espèces d'arbres et parcouru par le fleuve qui serpentait tel un ruban de mercure. Sur leur droite, au nord, ils arrivaient déjà à voir une immense lande qui montait doucement vers l'horizon. À gauche, les montagnes étaient beaucoup plus hautes, ponctuées d'échappées qui permettaient d'apercevoir, entre des forêts de pins escarpés, les terres du sud qui se déployaient dans les tons bleus.
Ça doit être Arcanland, dit Polly. Oui, mais regarde devant toi. Une immense barre rocheuse se dressait devant eux. Ils furent éblouis par la lumière du soleil qui se réfléchissait sur la cascade, dévalant des glaciers. Ils volaient déjà tellement haut que le grondement des chutes d'eau était réduit à un imperceptible filet sonore. Mais ils n'étaient pas encore assez haut pour pouvoir survoler la barre rocheuse. « Il va falloir faire quelques zigzags, dit Fledge. Accrochez-vous bien. » Le cheval se mit alors à décrire des courbes de droite et de gauche, gagnant chaque fois un peu plus d'hauteur. La température de l'air refroidissait, et ils entendirent soudain l'appel d'aigle en contrebas. « Regarde! Regarde derrière! » s'exclama Polly. Il dominait toute l'étendue de la vallée de Narnia, et distinguait même une tache où brillait le reflet de la mer près de l'horizon, à l'est. Ils étaient si hauts qu'ils aperçurent une fine crête montagneuse déchiquetée se détacher au-delà de la lande, au nord-ouest, et devinèrent des plaines de ce qui devait être du sable au sud. « Ah, si seulement quelqu'un pouvait nous dire ce que c'est !» soupira Diggory. « À mon avis, personne, » répondit Polly. « Je veux dire, personne n'habite sur ces terres. Il ne s'y passe rien. C'est un monde neuf, qui ne date que d'aujourd'hui. Ouais, mais il y a forcément des gens qui vont venir. Et après, ils auront une histoire, si tu vois ce que je veux dire. Bon, c'est pas plus mal qu'il n'y ait pas d'histoire. Comme ça, on ne peut pas forcer personne à l'apprendre. Les batailles, les dates, tous ces trucs à la noix. Ils passèrent la barre rocheuse, et la vallée de Narnia disparut de leur vue. Ils survolaient une terre sauvage, marquée par des coteaux abrupts et des forêts sombres. Suivant toujours le cours du fleuve, les plus hautes montagnes se profilèrent devant eux. Mais le soleil en face les empêchait d'avoir une vision nette, car elles descendaient de plus en plus bas et transformaient le ciel à l'ouest en une gigantesque fournaise d'or en fusion. Quelques instants plus tard, il se coucha derrière une aiguille qui se détachait sur ce tableau lumineux, comme une silhouette découpée dans du carton. « Il fait pas chaud, » dit Polly. « Non, je commence à avoir mal aux ailes, » répondit Fledge. « Je vois pas le moindre signe de vallée, ni de lac qui corresponde à la description d'Aslan. Si nous redescendions un peu, trouver un lieu correct où passer la nuit, de toute façon, nous n'atteindrons pas la vallée ce soir. »« D'accord. En plus, il est sûrement l'heure de dîner, non ?» approuva Diggory. Fledge commença alors sa descente. La température de l'air se réchauffait, et après un si long voyage où seul résonnait le battement des ailes de Fledge, il était agréable de redécouvrir les bruits familiers de la terre. Tel le grondement du fleuve sur son lit rocailleux ou le bruissement des arbres sur la brise légère. Le parfum doux et chaleureux de la terre baignée de soleil monta jusqu'à eux, mêlé aux senteurs de l'herbe verte et des fleurs. Enfin, Fledge atterrit, et Diggory sauta à terre avant d'aider Polly à descendre, tous deux ravis de pouvoir se dégourdir les jambes. Ils étaient dans une vallée nichée au cœur de montagnes couronnées de neiges éternelles, parmi lesquelles se détachait un sommet rouge, rose, éclairé par le soleil couchant. « J'ai faim !» s'exclama Diggory. « Tiens, prends !» dit Fledge en arrachant une grosse touffe d'herbe. Puis, il releva la tête, de l'herbe plein la bouche, et dit avec de belles moustaches vertes « Allez, ne soyez pas timide, il y en a largement assez pour tout le monde. »« Mais nous ne mangeons pas d'herbe, » répondit Diggory. Dit Fledge, la bouche pleine. « Bon, je sais pas ce que vous allez faire dans ce cas-là. Dommage, elle est très bonne. » Polly et Diggory se regardaient, désarmés. « Je trouve que quelqu'un aurait dû nous préparer un repas, » ajouta Diggory. « Je suis sûr qu'Aslan l'aurait fait si vous lui avez demandé, » dit Fledge. « Il pouvait pas deviner tout seul ?» demanda Polly. « Si, sûrement, » répondit le cheval, la bouche toujours pleine. « Mais à mon avis, il préfère qu'on lui demande. »« Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Diggory. « Ça, j'en ai pas la moindre idée. À moins que vous n'essayiez l'herbe. Vous trouverez peut-être ça meilleur que vous le pensez. »« Fais pas l'idiot, » dit Polly en frappant du pied. « Tu sais bien que les êtres humains ne mangent pas d'herbe. Pas plus que tu ne manges de côtelettes d'agneau. »« Oh, par pitié, ne parle pas de côtelettes !» interrompit Diggory. « C'est encore pire. »
Il proposa de rentrer dîner chez elle avec les bagues, mais sans lui, car il devait rester afin d'accomplir la mission d'Aslan. S'il rentrait, il pouvait lui arriver n'importe quoi qui l'empêcherait de revenir. Polly répondit qu'elle ne voulait pas l'abandonner, et Diggory dit qu'il appréciait. « Écoute, dit Polly, j'ai un vieux paquet de caramels dans la poche. C'est déjà mieux que rien. » Beaucoup mieux même, mais fais attention à ne pas toucher la bague en mettant la main dans la poche. C'était une opération délicate, mais ils finirent par y arriver. La pochette en papier était tellement fripée et collante qu'ils avaient plus l'impression d'essayer d'attraper le paquet au milieu de caramel que d'attraper un caramel au milieu du paquet. Plus d'un adulte aurait préféré se passer de dîner plutôt que d'avoir à avaler ses caramels. Vous savez à quel point ils sont maniaques de ce point de vue-là. Il y avait 9 caramels en tout. Mais Diggory eut une idée brillante. Chacun en mangerait 4, et on planterait le 9e. En effet, expliqua-t-il, si la barre du réverbère s'est transformée en arbre de lumière, pourquoi est-ce que caramel ne se transformerait pas en arbre à caramel? Ils creusèrent un petit trou dans le gazon pour y enfouir un caramel. Et mangèrent les autres, en tâchant de les faire durer aussi longtemps que possible. C'était un bien maigre repas, même avec tout le papier qu'ils ne pouvaient s'empêcher d'avaler. Lorsque Fledge eut fini son délicieux dîner, il s'allongea, et les enfants allèrent se blottir de chaque côté contre son corps tiède, protégé et bien au chaud sous ses ailes déployées. Étendus sous la voûte étoilée de ce nouveau monde, tous trois commencèrent à discuter et commenter les événements. En particulier la mission de Diggory, qui espérait tant ramener quelque chose pour sa mère. Il ne cessait de se rappeler les signes qui devaient leur permettre de reconnaître le lac bleu, la colline, le jardin. La discussion commençait à peine à ralentir et nos trois amis s'assoupissaient, quand soudain Polly se redressa, les yeux grands ouverts, et murmura « Chut !» Tous trois tendirent l'oreille. « C'est le vent dans les arbres !» dit aussitôt Diggory. « Je suis pas sûr !» répondit Fledge en se relevant, tant bien que mal. « De toute façon... Attendez, ça recommence! Oh nom d'Aslan, c'est quelque chose !» Le cheval se mit à trottiner de ci, de là, en reniflant et en hennissant. Les enfants allaient et venaient sur la pointe des pieds, en jetant des coups d'œil derrière tous les buissons et les arbres. À chaque fois, ils croyaient découvrir quelque chose. Polly crut même apercevoir une longue silhouette noire, glissée en direction de l'ouest. Mais finalement, ils ne mirent la main sur rien, et Fledge retourna se coucher, tandis que les enfants se réinstallaient bien au chaud sous ses ailes. Aussitôt, ils s'endormirent. Seul Fledge demeura éveillé un long moment, remuant ses oreilles au milieu de l'obscurité, la peau parcourue de temps à autre par un léger frisson, comme si une mouche venait de l'effleurer. Épuisé par le voyage, lui aussi finit par s'endormir.